Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur L'Oréal? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ok, donc ici, on a déjà eu analysé cette compagnie ici il y a quelques temps. Donc je pense que c'était la dernière fois. Je pense pas que c'était la dernière fois, mais on a fait 3 vidéos au courant de l'année 2022 pour cette compagnie ici. On était toujours à des niveaux assez élevés pour moi ici. Ok, donc on va essayer de voir ici, est-ce que l'entreprise nous offre une opportunité d'investissement après la publication des résultats financiers ici pour l'année 2022. Donc ces résultats financiers là sont bons. Et comme je l'ai dit, je le dis toujours ici, quand vous lisez des rapports, quand vous avez les résultats financiers avec vous, tout ce que vous devez faire, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que cela s'est passé et à quoi s'attend à court terme. Donc également en prenant en considération l'état d'endettement, etc. Ok? So, ici, je vais passer directement à l'évaluation. Ok, parce que je présume que si vous êtes investisseur dans cette compagnie-ci, vous avez déjà eu à lire tous ces rapports financiers. Enfin, ça, c'est déjà le communiqué de presse. N'hésitez pas à lire le rapport financier ainsi qu'écouter le conference call. Et j'espère qu'il est en français. Donc, enfin, je pense que généralement, il est en anglais de toutes les façons. So, ici, pour cette compagnie-ci, on va déjà regarder le revenu. Ok, comme d'habitude, on suit le plan revenu, croissance du revenu, free cash flow moyen, nombre d'actions, PE moyen, dette nette, qualité dividende, si dividende il y a. Ok, donc ici, vous voyez devant vous tout ce qui a été pris en considération au niveau de l'analyse de l'année précédente. Ok, donc on s'attendait à un 39 milliards en termes de revenus. Est-ce qu'on a eu le 39 milliards en termes de revenus? Je ne pense pas. Je pense qu'on était à 38 milliards 200 et poussière. Donc si je ne me trompe pas, oui, chiffre d'affaires 38 milliards. Voilà, on va juste le mettre comme ça et voilà. Voilà, on était à 38 milliards 260. Ok, donc on était à 700, on a fait 700 millions de moins que prévu. Et en tout cas, c'était pas mes prévisions, ce sont les prévisions des analystes ici. Donc, on n'était pas si loin que ça. Ce qui est sûr, on n'était pas à 40, on n'était pas à 32, mais on était aux alentours de 38.2. D'accord? Donc, pas loin de 39. Donc, c'est correct. Donc, ici, en termes de marge, qu'est-ce qu'on a eu précédemment? Les marges brutes, est-ce que les marges brutes sont à peu près restées stables? Ici, on a des marges brutes qui sont décroissantes. Donc, c'est-à-dire que il y a eu, enfin, c'est quand on parle d'inflation, etc., il y a eu une pression à la baisse ici. D'accord? On sentait également que le revenu a augmenté. La question est de savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a un effet volume, un effet prix? Est-ce que l'effet prix ici a été atténué par l'augmentation ici des, comment on appelle ça, des matières premières? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc, alors, en termes de revenus, à quoi s'attendre en 2023? Donc, je vais prendre ici 2023, je vais prendre l'estimation des analystes, d'accord, pour les 12 prochains mois, donc le 2023, on prend ça. On regarde ici, les analystes s'attendent à combien? Les analystes ici s'attendent à peu près aux alentours de 40 milliards. On peut déjà dire ici qu'ils s'attendaient à 40 milliards 440. Actuellement, ils sont à 40 milliards 350. Ok? Donc, vous voyez ici que c'est un gros bond par rapport à ce qu'on avait précédemment. On a 40 milliards 350. Ok? Donc, moi, je vais mettre 40 350. Ok? Je viens ici. Revenu 40 350. 40 35. Ok, croissance du revenu, etc. Ça reste que de l'information. On a une croissance des revenus ici, c'est vrai. Mais alors, maintenant, il faut connaître la stratégie du management ici à long terme. Quelle est la taille du marché? La croissance ici, elle est due à quoi? Est-ce que c'est par acquisition, manière organique, etc. Ce sont des questions qu'on doit se poser. Ok, nous ici, ce qu'on peut constater, c'est que sur les 5 dernières années, nous avons une croissance de 8% en moyenne. Sur les 3 dernières années, nous avons une croissance ici de 8%. Et par rapport à l'année précédente, ici, on a une croissance de 18%. Donc, la croissance ici, on doit aller vérifier pourquoi est-ce que cette croissance-là est aussi élevée sur les dernières années. Est-ce qu'on a fait une acquisition ou bien c'est parce qu'on a augmenté les prix? C'est pas mal si on augmente les prix ici, mais est-ce que les volumes ont suivi? Ok, donc je peux voir ici, est-ce qu'on a eu à faire une acquisition ici par là? Je ne vois pas grand chose en termes d'acquisition, mais ce sont des questions qu'on doit se poser en lisant les rapports financiers. Pas juste se dire que le revenu a augmenté, etc. Non, d'accord? Ici, en termes de croissance, on sait qu'on a quelque chose de 5% au moins en montant. Si on a plus que ça, tant mieux. OK? J'ai déjà pris en considération ici l'estimation des analystes pour la croissance, en tout cas pour l'année 2023. Pour la personne qui va aller plus loin en se disant OK, je fais confiance à ce que les analystes me racontent ici, je vais aller plus loin, quelle est la croissance attendue ici, le revenu attendu ici d'ici 2026, on s'attend à 45 milliards. Donc,
C'est à vous de voir si vous voulez aller plus loin. Moi, je prends toujours en considération justement 12 mois, uniquement parce que j'ai envie d'acheter une entreprise, même s'il y a de la croissance, mais à un prix qui n'implique pas la croissance. Parce que la croissance supplémentaire sera pour moi une marge de sécurité supplémentaire. OK? Parce que la croissance également, c'est une prévision, donc on peut également se tromper. Et admettons ici que nous, on avait pris une prévision ici en termes de croissance de 45 milliards pour 2022 et on se retrouve à avoir 38 milliards. Vous allez remarquer que le prix qu'on allait prendre, la valeur de l'entreprise qu'on allait trouver allait être bien plus élevée que ce qui est totalement, ce qui devrait être normal. Donc, il faut faire très attention. Donc, ici, je prends mon 40 milliards, 350 millions. En termes de dette nette, est-ce que les net income et les free cash flow parlent le même langage? Je rappelle ici que c'est une compagnie européenne, d'accord? C'est une compagnie française, donc vérifiez bien s'il n'y a pas un impact dû au loyer dans cette compagnie-ci. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois. Vous allez remarquer ici qu'à partir de 2018, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Il faut faire attention. Ici, les free cash flow ont tendance à raconter le même langage que les net income. Moi, c'est ce que je vais prendre. Donc, en parlant de net income, quelles sont les marges que je vais prendre? Et c'est là où tout commence. Je ne vais pas prendre des marges de 20%, ni de 30%, ni de 40%. Je dois prendre des marges qui sont, selon moi, durables. Les dernières vidéos, j'avais pris des marges ici d'à peu près 15%. Quand vous rentrez dans les rapports financiers de cette compagnie, vous allez vous rendre compte qu'elle reçoit un dividende chaque année d'une compagnie qu'on appelle Sanofi. OK? Donc, elle est actionnaire de Sanofi. Elle reçoit à peu près 468 millions en termes de dividendes. Ce qui veut dire que elle comptabilise ce 468 millions dans son résultat net, ce qui n'est pas normal. Enfin, c'est pas que ce n'est pas normal, mais on doit l'ajuster. Comment on appelle ça? En comptabilité, c'est permis. OK? En comptabilité, c'est permis. Mais quand on achète cette compagnie-ci, on ne l'achète pas pour le dividende qu'elle reçoit de Sanofi. On l'achète pour l'entité L'Oréal uniquement. Tout ce qui vient au-dessus, c'est que du bénéfice. Parce que si je comptabilise ça, par exemple, le 468 millions ici, à 20 fois les bénéfices, c'est un dividende. Donc, ce qui veut dire ici que ce dividende, déjà, on va se dire que le dividende n'est pas une obligation. OK? Au cas où il varie, il va impacter mon business. Admettons qu'on a 468 millions ici et que j'évalue et que je prends 25 fois les bénéfices. 468 millions multiplié par 25 fois les bénéfices. Donc, je vais survaloriser cette compagnie-ci de 11 milliards 700. Je dis bien 11 milliards 700. Avec le nombre d'actions qu'on a ici aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près aux alentours de 540 millions d'actions divisé par 540. Donc, je vais survaloriser cette compagnie sur de 22 euros l'action. Vous voyez, 22 euros l'action, c'est déjà beaucoup. C'est presque 5% de ce qu'on a ici, 5 à 6% du prix actuel. Donc, c'est beaucoup. OK? Donc, ici, quand on comptabilise tout ça, on va arriver à quelque chose aux alentours de, quand je prends ici le 57, donc admettons, on prend 57, 16, OK? Divisé ici par 38 milliards 260 divisé par 38 milliards 260, ok? Ça me donne ici aux alentours de 14,93%, donc presque 15% par là. Mais si j'enlève maintenant le dividende ici, si j'enlève maintenant le dividende de Sanofi, quel est l'impact? Qu'est-ce que je vais avoir comme impact ici au niveau des bilans? C'est ce que je devrais trouver. Mais si je le fais directement ici, je fais déjà encore une double erreur parce que ici, le prix qui est affiché ici, on a déjà enlevé une partie en termes d'impôt là, à ce niveau-ci. OK? Donc, ça va avoir, si j'enlève le 468 à 450, aux 5 milliards 700 ici, je vais avoir tendance à avoir un prix qui est un tout petit peu inférieur à la réalité. OK? Donc, maintenant, il faut aller vérifier les impôts en France, c'est combien, etc. Qu'est-ce que ça représente? Mais on va quand même le faire ici. On va le dire entre parenthèses bêtement. OK? On va faire 468. OK? Divisé ici par le 38 milliards, je mets 260, j'espère que c'est ça. De toute façon, je ne sais pas la précision que je fais. Donc, on est à peu près à quelque chose aux alentours de 14% par là. Donc, ici, quand je prends la marge en date d'aujourd'hui, qui est sur les 10 dernières années, on a 13,67. Sur les 5 dernières années, on a 14,24. OK? Vous devez savoir que ici, c'est 14,24. Il y a un impact de l'investissement, il y a un impact de Sanofi à l'intérieur. Donc, je prendrai les marges sur les 10 dernières années. 13,67. Même si, avec le calcul, on est à 13,77. Donc, je vais bien prendre le 13,67 ici. OK? On va même l'arrondir à 13,70. Ça va être plus simple. OK? Donc, vous constatez ici que c'est bien d'utiliser les agrégateurs, mais il faut toujours reconstruire les bénéfices nets. Oui, je comprends, vous allez commencer à me dire que ouais, mais ça semble être bien compliqué. Mais c'est ça. La comptabilité, c'est le langage de la finance, c'est la base de la base. Donc, si vous achetez des actions, vous devez savoir lire un bilan comptable. D'accord? C'est très important. Donc, ici, nombre d'actions. C'est ce que je vais rechercher en date d'aujourd'hui. Après ça, on va regarder le nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a en date d'aujourd'hui pour le nombre d'actions? Voilà.
on a à peu près 539,53 millions. On avait le chiffre exact à ces niveaux-ci. Je pense que chez ici, on avait le chiffre exact du nombre d'actions ici. Alors, je vais juste remonter un tout petit peu. Non, on va descendre légèrement. On va aller le trouver un tout petit peu plus bas. Alors, il était quelque part là. Voilà. 537,60. Voilà, on est à peu près à 538 ici. Donc, c'est-à-dire que ici, quand on met ici 500, donc je vais mettre 538 pour faire simple, ok? On a 538. Donc, toujours aller vérifier dans les rapports financiers. 538. OK. PEA moyen, je le laisse à 25. Je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices pour L'Oréal. Même si elle a une croissance, je ne sais pas combien, je prendrai uniquement 25 fois les bénéfices. La dette nette. Et si vous prenez la dette nette ici au niveau de Coifin, vous allez avoir tendance à sous-évaluer l'entreprise, entre parenthèses, tout simplement parce que la dette nette est plus élevée que la réalité. Comment est-ce que je le sais? On va reconstruire cette dette nette. Ici, on a presque 5 milliards. Quand je rentre dans les rapports financiers, vu que c'est une compagnie européenne, il faut vous dire ici que les loyers peuvent avoir un impact. Ici, on dit emprunt et dette financière non courant. Donc, dette ici à long terme, 3 milliards. Dette à court terme, c'est 1 milliard. Donc, les deux réunis, on est à peu près à 4 milliards par là. Je ne cherche pas la précision. Je vous dis juste que quand vous joignez les deux, ça fait 4 milliards et poussière. OK? Mais attention, si on prend en considération ici la dette financière ici pour la location, etc., on atteint les 5 milliards 200. OK? Si on ajoute encore ce qui est prévu ici à court terme, on a 5 milliards 500 par 5 milliards 600. Moins la dépense, moins le cash net ici qui est aux alentours ici de voilà 2 milliards 600. Vous allez voir qu'on tombe même en quelque chose inférieur ici aux alentours de 3 milliards. Donc la dette nette comme nous mentionne ici qui est aux alentours de comment on appelle ça, qui est aux alentours ici de 5 milliards n'a pas lieu d'être. Surtout si vous prenez en considération ici les investissements ici qu'elle a dans d'autres compagnies. Donc, je rappelle ici qu'elle a des actifs ici dans Sanofi. Donc, on va juste vérifier ça. Où est-ce que ces actifs se retrouvent ici dans son bilan, stock, autres clients, trésorerie. Donc, il faut aller vérifier où est-ce qu'ils ont enregistré l'investissement actifs financiers non courants. Donc, actifs financiers non courants ici, je pense que c'est l'investissement dans Sanofi. D'accord? Donc, techniquement, cette compagnie-ci n'a pas de dette. Techniquement. Parce que, voilà, si elle devrait rembourser cette dette nette-là, ça, c'est un équivalent de cash. Même si, pour pouvoir l'avoir ici, peut-être que l'objectif n'est pas de redégager tous les investissements qu'on a dans Sanofi ici. Donc, si elle devait rembourser la dette ici immédiatement et qu'elle avait la possibilité de vendre les actions de Sanofi au prix courant, voilà, on aurait eu la possibilité de rembourser totalement le dividende, la dette ici aujourd'hui. Donc, pour Sanofi, je ne prendrai même pas de dette. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je ne prends pas de dette ici. D'accord? Donc, la dette nette ici, je vais mettre 0. D'accord? Donc, j'ai vérifié, c'est 0. Maintenant, celui qui a un doute peut mettre 5 milliards. Là, on va revenir sur le dividende. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. OK? Donc, je rappelle que ici, nous avons le service Top Premium qui vous permet de demander des analyses fondamentales ou quantitatives comme ce qu'on est en train de faire ici aujourd'hui. Plus, chaque mois, je vous propose 2 entreprises qui sont sous-évaluées et avec la note d'analyse, si vous ne savez pas à quoi ressemble une note d'analyse, on en a fait sur McDonald's. Donc, on a fait 2 vidéos sur McDonald's. Vous pouvez aller voir la deuxième vidéo sur McDonald's. On s'était basé sur une note d'analyse également. La note d'analyse est basée sur quoi? La lecture des rapports financiers. D'accord? Donc, ici, on regarde à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un problème ici à court terme, etc. Et à quoi s'attend à peu près à court terme ici. Comme je dis toujours, le long terme, c'est une succession d'événements à court terme ici. OK? Donc, ici, les notes d'analyse sont basées sur ce que je vous ai dit précédemment. En supplément de ça, il ne suffit juste pas de présenter 2 entreprises, il faut également faire le suivi. Ça ne veut pas dire que les 2 entreprises, on les achète. Je vous propose les entreprises, c'est pour mettre de l'eau à votre moulin. Donc, je vous promets aucun rendement. D'accord? Donc, vous allez faire vos propres recherches parce qu'avant tout, on veut avec des investisseurs indépendants. OK? Donc, en supplément de ça, vous avez les notes d'analyse ici sur les entreprises qu'on va analyser sur le plan sectoriel. Donc, si j'analyse une entreprise ici, disons le secteur ici des télécommunications aux États-Unis, par exemple, et je vais vous dire, OK, la note d'analyse sur Verizon, AT&T est peut-être disponible ici. Donc, elle sera uniquement disponible à la demande pour les abonnés du service Top Premium. OK? Donc, en supplément de ça, n'oubliez pas, vous avez accès au Discord privé qui est différent du Discord de la Top Newsletter. Donc, j'ai 2 Discords. D'accord? Donc, si vous êtes abonné à Top Premium et que vous êtes uniquement dans le Discord ici de la Top Newsletter, il faut bien vérifier, il faut bien vérifier que vous avez accès au bon Discord pour poser les questions. D'accord? Donc, il y a certaines choses que je mets uniquement dans ce Discord-là qui ne seront pas affichées sur la page principale ici de Gumroad. Donc, on revient à ce niveau-ci pour l'évaluation. Donc, le prix, c'est ce qui est affiché ici. C'est sur 12 mois. N'oubliez pas de mettre la TVA ici. D'accord? On revient ici. Alors, au niveau de l'évaluation, on a tous les éléments nécessaires. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est simple. 40 milliards 350, c'est ce qui est attendu. Multiplié par 13,70, d'accord? Ça donne ça. Fois 25 fois les bénéfices. OK? Moins la dette nette, on n'a pas de dette nette.
divisé par le nombre d'actions à 538, d'accord, on obtient une valorisation à 256 $ l'action. Donc je mets ici 250, je vais mettre 257 pour l'arrondi, 257 € plutôt, donc à 25. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci ne représente pas une opportunité d'investissement selon moi. Ok? Comme je l'ai dit tantôt, je peux également me tromper et je me réserve le droit de le faire. Mais au prix actuel, il faut absolument... J'espère que pour moi, au prix actuel, c'est uniquement une croissance extraordinaire qui pourrait justifier un prix pareil. Ok, je ne dis pas que 10%, 5%, c'est pas une croissance extraordinaire, mais comme je l'ai toujours dit, acheter cette compagnie ici à un prix qui n'inclut pas la croissance. Le prix qui n'inclut pas la croissance ici, c'est 257 $ l'action. Admettons qu'en date d'aujourd'hui, l'entreprise veut vous distribuer la totalité des bénéfices nets ici en dividendes. D'accord? On aura combien? Donc divisé ici par 201,02. Donc, on aura à peu près ici un rendement de 2,74 pour 75%. Donc, si l'entreprise, s'il n'y a plus de croissance en date d'aujourd'hui, vous n'aurez pas un rendement supérieur à 2,75%. Et avec ça, ça représente un payout ratio de 100%. Donc, pour même ceux qui recherchent un dividende, je vous ai toujours dit que si vous voulez investir dans une compagnie, il vaut mieux rechercher ici une compagnie qui au prix actuel, vous permet ici d'espérer un rendement de 10%. OK? Même en incluant la croissance, bien sûr. Donc, en date d'aujourd'hui, pour moi, Sanofi n'est pas intéressant. Le prix, là, précédemment, ici, on avait 272. En date d'aujourd'hui, on a combien en termes d'évaluation? On a à peu près à combien? En date d'aujourd'hui, on est à 257. C'est un peu moins que précédemment, tout simplement parce que les marges, je les ai changées. Donc, je les ai ajustés par rapport au contexte actuel. Je m'étais uniquement fié aux éléments quantitatifs qui étaient posés devant moi ici, mais quand je prends la peine de lire un tout petit peu les rapports financiers, il serait malhonnête de ma part de ne pas mentionner cette variation-là. Sanofi, ici, ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise. Donc, il est inadmissible de comptabiliser le dividende de Sanofi dans les résultats nets de L'Oréal. Ce n'est pas illégal de la part de L'Oréal, d'accord? Mais quand vous voulez investir, vous investissez dans Sanofi, vous n'investissez pas, excusez-moi, quand vous voulez investir dans L'Oréal, vous n'êtes pas en train d'investir vous n'êtes pas là pour Sanofi. Ok, donc on enlève Sanofi parce que du jour au lendemain, s'ils vendent toutes leurs participations dans Sanofi, qu'est-ce qu'ils vont récupérer? Le cash. Uniquement, et ça va aller où? Dans la trésorerie et non dans la partie opérationnelle du bilan, des rapports financiers, d'accord? Il faut faire très attention, donc ça va pas aller dans le compte de résultat, ok? Donc faites attention à ça. Donc c'est pour ça que c'est l'ajustement, on sera aux alentours de 257 $ l'action. Admettons que cette compagnie ici veut racheter la totalité ici, admettons que c'est une compagnie ici qui veut nous distribuer le dividende, au prix de, si on l'achète à 257 $ l'action, on aura un rendement de 4%. Alors que si on l'achète en date d'aujourd'hui, on aura un rendement de 2,75%, donc ce qui n'est pas intéressant. Comme je dis toujours, ceci n'est que mon point de vue, d'accord, et non un conseil d'investissement. Maintenant, pour ceux qui doutent, allez-y, regardez vos rapports financiers, etc. Est-ce que pour moi, Sanofi reste une belle entreprise? Bien sûr, c'est une très belle entité. Mais au prix actuel, je pense qu'il y a de meilleures alternatives sur le marché et je préfère être très, très patient. Je sais qu'il y a toujours des gens qui disent, oui, mais Sanofi n'a jamais été sous-évalué. Si tu vas attendre, tu vas jamais l'acheter. Mais oui, et alors, on n'est pas obligé d'acheter Sanofi. Il y a d'autres entreprises qui vous tendent la main tous les jours, d'accord? Donc, il ne faut pas rentrer dans cette dynamique-là de vouloir absolument aller acheter du Sanofi parce que voilà, ça monte depuis X années. Alors, la Sanofi, on vous a donné l'occasion de l'acheter en 2005. D'accord? En 2008, vous avez une occasion d'achat. En 2011 également, il y avait une occasion d'achat. Dites-moi pourquoi est-ce que vous allez l'acheter à 35 fois les bénéfices? Pourquoi? Pour quelle raison? D'accord? Et encore, si je prends même en considération les bénéfices futurs, donc en prenant en considération l'ajustement ici pour les bénéfices nets futurs ici, vous avez la possibilité de l'acheter ici en 2009, 14 fois les bénéfices, en 2011, 17 fois les bénéfices, et ici même à 20 fois les bénéfices, sans prendre en considération la croissance, ça aurait été intéressant. Surtout si on gardait une croissance de 10%. Donc il n'y a eu aucune raison pour l'acheter ici à ce prix-là. Ok? Ceci n'est que mon avis. Comme je l'ai dit toujours, même si vous comptez sur le dividende ici, le dividende n'ira pas plus loin que 2,75%. Vaut que le prix est déterminant par rapport au dividende que vous voulez espérer. Si pour vous, 2,75%, c'est parfait pour un dividende, tant mieux. D'accord? Ceci n'est que mon avis. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.